Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, et on se retrouve aujourd'hui avec la classe SECPA du MMA français, hein, des commentateurs les moins pertinents et les moins compétents du game. C'est nous, voilà. J'ai nommé le petit gars au fond qui mange ses crottes de nez, Mystic Matt. Comment ça va, Mystic Matt? Oh, ça me fait une réputation de zinzin. Non, ça va très bien, et vous, les gars? Voilà, son voisin qui sniffe de la colle, Jérémy. Comment ça va, Jérémy? Très bien, écoute, content de revenir, ça fait un moment, donc top. Cool. Et la petite brute qui tabasse les autres pour leur piquer leur goûter à la récré, c'est Mounir. Comment ça va, Mounir? Impeccable, et vous, les gars, ça va? Ouais, ça va. Voilà, moi j'ai ma tenue, je suis le gars qui attend devant l'école avec les bonbons et la camionnette, tu vois. C'est le thème. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC 313. UFC 313 à Vegas. Main event, c'était intéressant ça. C'est Ankalaev contre Pereira. Co-main event, Gaethje contre Fiziev. On va parler de ça. On va pas trop parler des autres combats. Évidemment, c'est le deuxième combat entre les deux. Et on va commencer tout de suite par la petite review éclair de Matteo. Parce que Matteo, il a toujours des petits combats à pas manquer là. Personne ne les voit et en fait, c'est des bangers. Donc voilà, c'est sa spécialité. Donc écoutez-le. Matteo, c'est à toi. Bon, la carte, on va dire, là, c'est vraiment pas fou ce qu'il nous propose l'UFC, mais il y a quand même quelques petits trucs intéressants à voir. Il y aura notamment Mayron Santos, donc un prospect featherweight qui a fait déjà un combat à l'UFC. Ça va être intéressant de voir s'il confirme ou pas, s'il y a vraiment ce statut de prospect et potentiellement aller voir plus haut à l'UFC. Il y a aussi, du coup, un gros banger en flyweight. Ça, c'est vraiment un de mes gars sûrs, Joshua Van, un gros boxeur, vraiment qui a fait déjà plusieurs guerres. Il avait notamment combattu à l'UFC Noche, où il avait fait une véritable guerre. Il va affronter un prospect invaincu, 10-0, Tsuruya, pardon, le japonais, qui est plus un profil axé grappling et lutte. Comme on sait que la lutte au Japon est quand même assez... c'est on va dire un gros sport là-bas, ils sont très forts. On peut dire que c'est les meilleurs, hein? En tout cas, en féminine, franchement, c'est le top du top. Après, non, mais moi je parle sur la quantité de médailles aux Jeux Olympiques au total, voilà. Ah, sur ça, je le dis. Quand t'as un pays qui interdit de représentation, forcément, les Japonais vont tout rafler. Bien sûr. En tout cas, ça va être un bien gros sûr, banger. oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour les Jeux Olympiques au Japon, là aussi, ils étaient interdits, les autres. Ah bah oui. Et bref. Mathéo, du coup, celui-là, c'est vraiment un combat à suivre. Joshua Van, même si Joshua Van, au niveau du classement au ranking, il n'a pas vraiment d'intérêt à prendre Tsuruya qui est même pas ranké. Mais en tout cas, ça va vraiment confirmer si c'est vraiment le futur, parce qu'il avait perdu, il avait fait un petit revers contre Charles Johnson. Ensuite, il y a Curtis Blake qui prend un gars qui sort de nulle part, qui était dopé au PFL, qui s'appelle Kuniev. Donc on va voir ce que ça donne, mais normalement, je pense qu'il va se faire expose clairement le gars là. Blade, on a beau moi je le respecte pas enfin je le respecte, mais dans le sens où il est très teubé. Mathéo, arrête de faire semblant. On respecte pas Blade. En fait, il a fait tellement des combats incompréhensibles à vouloir striker avec Pavlovich, tout ça, il m'a tellement déçu que voilà. On sait qu'il est fort, mais je le verrai jamais champion. Et du coup, ça va être intéressant. Ça c'est important. Ça fait partie des profils de combattants qui ont les skills, mais à qui il manque une certaine forme d'intelligence en combat. Il y a un truc là, Et pardon, je tiens à faire mon mea culpa. Effectivement, les Russes étaient bien interdits au JO du Japon. J'avais oublié. Je crois que c'était juste les derniers. Bon, hein? Du coup, ça va être intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, le premier combat de la main card entre Rufi et Green. Donc là, ça va être vraiment le gros prospect Rufi des Fighting Nerds qui a déjà 2 combats à l'UFC. 2 victoires. Beaucoup ont été déçus lors de son dernier combat parce qu'il avait notamment affronté Lone Top et Lone Top était venu totalement rater la pesée, et c'est un gars qui a un gros menton et on a pu voir tout le panel technique de Rufi. Malheureusement, il l'a pas éteint et il avait une grosse cote, donc beaucoup de gens ont été déçus, sauf que c'est vraiment le profil en face, le gars qui a un gros menton est compliqué à descendre. En plus, il est venu vraiment, il a raté la pesée totalement, et du coup là il revient contre Bobby Green. Donc vraiment, on voit l'optique de l'UFC de le faire monter et de le faire grossir au niveau de la hype. Rufi est très... Son style, franchement, il va plaire à tout le monde à l'UFC. Et du coup, là, ça va vraiment être... Est-ce qu'il va confirmer ou non? Parce que Green, on sait, c'est un striker quand même assez compliqué à aborder.
Là, il va affronter du coup Rufi qui est vraiment sur son style aussi, le striking. Du coup, ça va être un banger debout. Et on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense que Rufi va éteindre Green sur tout son style. Il a un bon cardio, Rufi? Ouais, franchement, ça va. Bah, après, on l'a pas vu il me semble pas qu'on l'ait vu sur 5 rounds avant l'UFC. Mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir sur 3 rounds, en tout cas, il n'y a pas de souci. En tout cas, il met aussi un gros rythme et tout ça. Enfin, c'est beaucoup le compare au niveau du style et de sa karaté stance. Tu sais où je veux en venir, Mounir, avec McGregor quand il était, on va dire, à son prime. Et du coup, ça va être intéressant de voir. Franchement, moi, je mise beaucoup sur ce combattant en lightweight. Ça va être le futur avec les Rebecki, Zellubert, tout ça. Donc, franchement, ça va être un combat vraiment à suivre. Et ensuite, Jalen Turner contre Baramondes. Les gars, c'est les deux titans. Les deux, ils font plus d'1m90 et combattent en moins de 70 kilos. On se demande comment ils font le poids. Et franchement, ça va être un banger. Les deux, ils allument debout. Baramondes, pareil, il avait fait une guerre à l'UFC Noche. Et Turner, bon, on le connaît, malgré son manque aussi de fight IQ, beaucoup de fois, comme il l'a pu le prouver contre le Canyon notamment. Et franchement, debout, là, ça va s'allumer dans tous les sens. Donc ça va être vraiment à regarder. En plus, c'est juste avant la guerre aussi en lightweight qui est juste au-dessus entre Gaethje et Fiziev. Mais ouais, franchement, ça, c'est en tout cas, c'est ce qu'il faut regarder et ce qui va être intéressant pour moi. Est-ce qu'on se met d'accord pour dire que cette carte là entière, on va dire qu'elle va pas briller pour son intelligence? Franchement, au vu des si profils... tu prends les noms un par un, il y a quand même une petite tendance à... Ouais. Et à l'image du main event. Exactement. Exactement. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, le banger de la soirée à pas rater pour les prélims, c'est Joshua Van. Ouais, ça, c'est vraiment le banger. Les deux prospects voilà. à suivre. Ouais, donc on va pas rater ça. Et tout le reste, peut-être qu'on va le rater, on sait pas. Voilà. On commence par le co-main event. On va directement passer au co-main event parce qu'à chaque fois, on fait d'erreurs. On parle toujours des prélims, on prend 30 ans pour parler des prélims, et après, pour arriver au main event, on est fatigué, on ne sait plus quoi dire. Donc, on va commencer directement par le co-main. Justin Gaethje contre Rafael Fiziev. Bon, j'ai envie de faire encore d'autres blagues sur le QI, hein, mais Fiziev, en vrai, il est pas si bête. Je trouve que ça va. Ça va. Gaethje, c'est en dents de scie, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il est attardé, et puis d'un coup, il sort une espèce de truc de génie. Alors, en fait, il faut m'expliquer. Gaethje, il est con contre les grappleurs, c'est tout, mais contre les strikers, il arrive à être relativement intelligent parce qu'il arrive à comprendre ce qui se passe en face. Mais quand il tombe sur un grappleur un peu trop élaboré techniquement parlant, il devient con. Il ne sait plus comment réagir. Con. Non, mais je parle aussi de ça. Enfin, c'est parce c'est le personnage, il est attachant pour ça, mais quand il te dit que lui contre les coups avec son front, ce qui est vrai, hein, c'est pas faux, mais quand tu vois l'état de sa tronche, quand tu vois l'état la quantité de coups qu'il prend, il est allé dans des guerres absolues contre des combattants. Enfin, ça fait peur, tu vois, et tu te dis, certains n'ont que peu conscience de des risques pour leur état de santé, je pense. Ouais. Donc, ça c'est drôle, c'est un combattant très divertissant à voir. Je pense que c'est dur de ne pas aimer Gaethje, en vrai. Il est généreux. Voilà. Qui veut commencer à parler de ce combat-là? Alors, dans quelles conditions a été programmé le combat? Est-ce que c'était l'adversaire prévu contre Gaethje? Qui veut m'en parler? Mathéo, vas-y. Bah, de base, du coup, c'était Hooker qui était prévu lors de ce combat, qui devait aussi être un 5 rounds, notamment. Donc là, le combat sera bien en 3 rounds. C'était un très bon combat. Hein, ouais, Hooker, très attendu. C'est un match-up de ouf. J'aime. Bah là, pour le coup, c'était, comme on a pu le dire rapidement, Fiziev, c'est quand même quelqu'un d'assez technique, même s'il fait la guerre. Et là, Hooker et Gaethje, on peut le dire vraiment, les deux, ils ont très, très peu de cerveau, on va dire. Ça aurait été une guerre qui serait partie dans tous les sens. Et là, ça va être un peu plus technique. Je pense que Gaethje va devoir faire attention justement à ça. Et du coup, ouais, comme je disais aussi, du coup, c'était Hooker a pull-out 2 semaines avant. Et Fiziev, du coup, a pris le combat. Il y avait plusieurs potentiels adversaires possibles. Et l'UFC a décidé de faire ce rematch. Du coup, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont pu montrer d'évolution. Parce que le combat, le premier combat date d'il y a pile 2 ans, je crois. Donc, c'était un combat assez serré, moi, je trouve. Malgré que Gaethje a remporté le combat, c'était un combat vraiment serré. Au premier round, on a vraiment pu voir que Fiziev
gêner justement Geji. Je pense dans les rematchs, ça va être aussi le cas, malgré que Fiziev, du coup, prend le combat en short notice. Fiziev, Alors, un truc qu'il faut rappeler, c'est que Geji a fait justement un truc hyper intelligent dans ce combat-là contre Fiziev, et personne ne l'attendait, c'est qu'il s'est mis à lutter. Et c'est peut-être la seule fois où il s'est mis à lutter de sa carrière à l'UFC, c'est-à-dire que depuis qu'il est rentré à l'UFC, c'est un pur striker. Et là, il s'est mis à lutter parce qu'il a une très bonne lutte, surtout défensive, mais offensivement, ça va aussi. Mais il s'est mis à lutter contre un gars qui a une défense de takedown qui est très bonne. Fiziev a une très bonne défense de takedown. Et il a réussi à le fatiguer comme ça. Et c'était super intelligent. Donc voilà, ça fait partie des combats. Je ne comprends pas comment Geji arrive à trouver des fois des trucs aussi intelligents au milieu des combats et faire pile ce qu'il faut pour gagner. Mais je te laisse reprendre. après, chose que tu as pu dire, il a réussi un takedown sur 3. Et c'était vraiment la toute fin du troisième round où il a fait. Justement, je pense que ça a beaucoup. C'est pas plus tôt? Non, c'est vraiment à la toute fin. Genre, juste pour confirmer qu'il prenait le round, même s'il le prenait déjà avant pour moi. Mais en tout cas, là. Ce combat-là, je m'en rappelle, à l'instant T, quand je l'ai vu, pour moi, j'avais Fiziev vainqueur. Et je pense que c'est pas le seul. Bon, ben voilà, non. Moi, j'étais biaisé. Je voulais voir Fiziev, mais franchement, je pense que Geji prend le combat quand même. Même si c'est vraiment serré. Et pour moi, la TFS a sorti sa vidéo justement, il parle du combat aussi. Il est revenu, il m'a rappelé un truc qui était vrai sur le combat, c'est que Geji a été très... C'est un petit salopio, il a touché plusieurs fois avec des high poke Fiziev, et on a vraiment vu que ça l'avait gêné. Il a même été ouvert avec ça. Il avait été ouvert aussi à l'autre œil, mais c'était là avec des coups. Et Geji a été soit très intelligent et vicieux, soit il l'a pas fait exprès, mais bon, pour moi, il y a certains trucs où là, c'était vraiment du vice. Et ça avait vraiment gêné Fiziev, même s'il voulait vraiment pas le montrer. On voyait qu'il se touchait plusieurs fois l'œil, même s'il n'a pas pris de temps de pause. Et le pire, c'est que Fiziev, il avait un problème, c'était un problème de gestion de distance. Alors, comme au premier round, il était super explosif, il arrivait beaucoup à toucher. Et moins il était explosif, et plus la distance, elle était dure à gérer. Et ça, si tu prends un doigt dans l'œil, c'est encore pire. Pour les gestions de distance, c'est quand même problématique. Bon, après, il y en a, Chara, ça ne le gêne pas, tu vois, mais enfin, ça dépend de l'œil. Mais non, ça peut être vraiment problématique. Donc, il se pourrait que ça ait totalement affecté le combat. Et à chaque fois que tu rates un coup comme ça à cause de la distance, tu te crames. Et comme Fiziev, son vrai problème, c'est quand même le cardio. Tout le reste, il semble l'avoir, mais le cardio et la taille, c'est compliqué. Vas-y, je te laisse continuer. Le cardio, je trouve, franchement, vous êtes difficile avec lui. Je trouve que ça dépend dans le combat, parce qu'il réussit quand même à éteindre RGA, qui s'est fait très rarement éteindre quand même, au 5e round, qui est quelqu'un de solide, qui monte même des fois en welterweight, il l'a éteint au 5e round. Après, en fait, pour moi, ça dépend des combats où, justement, s'il est plus posé, il sait qu'il va devoir durer dans les rounds, il va être on va dire, il va gérer mieux son cardio et il va moins s'épuiser. Là, c'est vrai, c'est peut-être plus une question de gestion de cardio. C'est ça. Parce que le gars est quand même est chaud. On l'a vu, il a fait des combats sur 3 rounds où il va à bloc pendant les 3 rounds. C'est vraiment sa gestion d'énergie, je trouve, qui est un peu compliquée. En fait, la recette pour cramer Fiziev, c'est de le faire taper, de le laisser taper et d'absorber, d'esquiver et tout. Ça le crame beaucoup parce que je pense qu'il doit beaucoup s'engager. T'es pas d'accord, Mounir? Pas d'accord avec ça. Allez, en fait, Fiziev, il a un bon cardio, même dans sa période pré-UFC. Il en a fait des 5 rounds. Il en a fait énormément des 5 rounds. C'est pas le fait de striker qui lui pose problème. C'est la lutte aussi. Voilà, c'est dès que tu lui imposes un type de cardio en préhension, là, il perd tous ses moyens. Je suis pas d'accord. Hein. Regarde contre Green, justement. Contre Green, c'était très compliqué à la fin, alors qu'il dominait tout le début, facile. Et c'est pas si c'est cramé, parce que Green a une défense qui est quand même très piégeuse. Tu crois que tu le tapes, et en fait, c'est toujours dans la garde, c'est toujours des esquives de tête, etc. Des mouvements de tête, des esquives de buste. Et justement, Fiziev s'est cramé comme ça. Alors que, justement, c'est parce qu'il gérait vraiment le début. Il a cramé. Si on parle du premier combat contre Justin Gaethje, vraiment, c'est la phase de préhension qui l'a rendu complètement KO derrière. La première tentative, elle était quel round? 3e. La première, c'est la 3e. Celle qui a réussi, ça, c'est 3e. Après, la première, il y en a une au premier round et 2 au 3e. Voilà.
Parce que moi, ce que je me souvenais, c'est justement Gaethje qui lutte, pas forcément qui y arrive, mais qui met cette menace-là. Et c'est une très bonne idée. T'as pas l'air d'accord, Jérémy? Non. Bon, ça, j'ai entendu plein de choses. Déjà, j'ai entendu que Fiziev gagnait le premier combat, si vous voulez. J'avais envie d'aller au lit, là. Mais vous pouvez pas dire que Gaethje a cramé le cardio de Fiziev parce que au premier round, il a fait une tentative de takedown. Il y a quand même un moment où, quand tu arrives dans le top 5 ou dans le top 10 des lightweight à l'UFC, tu es censé quand même pouvoir avoir la possibilité de ne pas prendre de la ventoline après le premier round juste parce que tu as défendu un takedown. Et c'est pas Makhachev, c'est Gaethje, le mec. Hein. Donc, bon, j'ai rien contre la lutte de Gaethje, mais c'est pas non plus un truc olympique. Donc, non, je pense que. Déjà, il y a deux choses. Je vais rester sur le truc du cardio. Fiziev se crame énormément. Beaucoup de kicks. Il envoie beaucoup de jambes et forcément, ça fatigue. Et alors, après, je sais pas, c'est son style de combat aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui se crame globalement. Bon, ça, effectivement, dans tous ces combats, c'est quelque chose qu'on voit. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé surtout, c'est que Fiziev sort de blessure et Gaethje sort d'un gros KO. Et avant toute chose, en réalité, sur ce combat, pour moi, c'est ça qui va être le plus important. Parce que tu sais pas comment les deux vont revenir. Fiziev se blesse à la jambe et c'est quelqu'un qui kick beaucoup. Donc, est-ce que ça va l'empêcher de mettre son jeu ça l'empêcher de mettre son jeu en kick en place? Et pour Gaethje, il s'est pris quand même un énorme KO à l'âge de 35 ans. Et donc, voir comment il va revenir de ce KO-là, genre, même si on veut faire un prono ou quoi que ce soit, je trouve que c'est vachement compliqué. Le seul avantage, effectivement, qu'on peut avoir, ça va être l'âge de Fiziev comparé à celui de Gaethje, le fait que ce soit un 3 rounds. Donc, je pense que ça peut avantager Fiziev, mais il avait quoi déjà comme problème, Fiziev? C'est quoi? C'est son genou qui a pété? Ouais, c'est ligament. Ouais. Sur un coup totalement hasardeux, un blocage. Ouais, un truc à la con en plus. Contre le coup de Gamrot qui est bien aiguisé. Oh. Donner des commentaires sur le combat dont tu parles pas, Jérémy, et qui est une tare pour Fiziev. Fiziev sous Ramadan. En termes de cardio, de niveau de préparation, ce sera pas la même. Il est sous Ramadan, là, Fiziev. Là, mais là, il y a encore Ramadan. Là. Enfin, je suis pas un expert du domaine, mais là, il va encore être. Il est sous Ramadan. Mais il va pas jeûner. Ouais, je pense aussi comme en Kalev. Ouais. En Kalev, il jeûne pas. Hein. Si, il jeûne pas, c'est une dinguerie, la vérité. Il l'a dit. Je suis désolé, je t'enverrai. De toute façon, tu peux pas faire un cutting. Comment tu fais un cutting, un training camp, le fight week, genre, en jeûnant? Là, il jeûne. Hein. Vous avez vu les Ambided? En Kalev, il jeûne. Hein. Non, il l'a dit lui-même. Il a dit lui-même qu'il va pas jeûner. Pourquoi il a menti alors? En fait, peut-être qu'il a jeûné jusque-là. Peut-être. Mais là, pour la fight week, il va pas jeûner. Ouais, c'est ça. De toute façon, concrètement, c'est impossible. Toute la phase de surhydratation pendant la semaine avant le cutting, c'est impossible à faire en jeûnant, concrètement. Bon, alors là, je vous explique pour tout le monde, pour les spectateurs. Mounir, il est en train de flinguer son prono. Il a dit, ouais, c'est bon, en KLF, poubelle. Et on va voir un pro Pereira là, dans les minutes qui arrivent. Et d'ailleurs, petit biais, on n'a pas fait le disclaimer, mais Raphaël Fiziev est un Akmoé, donc forcément, Mounir devrait avoir un biais pour parler de ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur ça, Mounir? Est-ce que tu veux défendre Fiziev? Fiziev, non, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Non, j'ai des trucs à rajouter. Si je ne pas, ça m'intéresse pas. Non, je rigole. Plus sérieusement. Fiziev, il revient d'une blessure qui se trouve être localisé dans son endroit qui se trouve être son point fort. Des fois, ça m'est déjà arrivé moi-même, hein, des fois, tu as des blessures, c'est pas de la peur vraiment, c'est t'oses pas y aller à fond. Et quand il va pas à fond, le problème de Fiziev, c'est que son style de kick, il frappe très très fort parce qu'il donne tout quand il envoie. Quand il frappe, il donne tout. Ouais. Et moi, j'ai peur qu'il ait cette petite retenue de se dire, je peux me reblesser. Ce mec-là, je l'ai déjà affronté. Je vais y aller pchouilla tranquille pour essayer de gagner les rounds et ne pas tout donner. Et dans cette optique-là, s'il rentre plutôt dans cette optique-là, je pense pas qu'il gagnera. Après, de l'autre côté, c'est pour ça que je rejoins Jérémy. Jérémy, il a raison, c'est très compliqué à pronostiquer. De l'autre côté, tu as un bouc de 35 ans qui a pris des parpaings toute sa vie, qui a pris l'ultime parpaing il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et alors là, les phrases que tu viens de dire, juste un truc, si tu changes quelques mots, tu as une très bonne phrase de thérapie de couple.
Tu vois, ou de développement personnel. Voilà, je vous dis, vous refaites la phrase dans votre tête et vous avez un truc sur la vie. Et pour reprendre ce que dit Mounir, le problème qu'on peut avoir effectivement avec Fiziev, c'est qu'il se dit bon, je me suis blessé à la jambe, donc effectivement, il va moins axer son jeu sur ses kicks et plus sur son anglaise. Et pour moi, Geji est bien devant, quoi. Donc le gros problème, là où vraiment Fiziev est devant face à Geji, c'est déjà qu'il est globalement plus technique vu qu'il vient du Muay Thai, donc il a plus de genoux, plus de coudes, un meilleur jeu de jambes. Mais le problème aussi des combattants de Muay Thai, c'est qu'ils ont, je dirais, une anglaise moins fournie que aussi ce que peut avoir un Geji depuis qu'il est avec Whitman, si je ne me trompe pas, Trevor Whitman. Et donc, c'est vrai que le problème, c'est qu'on va avoir un Raphaël Fiziev qui revient de blessure, qui n'a pas combattu pendant 2 ans, qui est quand même face à un mec qui l'a déjà battu, ce qui, indéniablement, c'est une certaine pression, et qui peut effectivement se retrouver dû à sa blessure et potentiellement aussi au fait qu'il n'ait pas combattu pendant 2 ans. Donc, le cardio à l'entraînement, c'est pas non plus le même que quand tu as un Geji affamé en face de toi et que tu es à Las Vegas, donc tu as le stress, etc. Et donc, tu risques de plus s'engager en anglaise ou peut-être de plus te reposer sur tes points. Et face à Justin Gaethje, c'est peut-être pas la meilleure des idées, quoi. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et parce qu'après, le truc, c'est que Gaethje s'est pris un KO, mais ça reste Gaethje. Enfin, des KO, il en a pris. Donc, c'est pas non plus, je pense Non, que la pas blessure. Pas comme ça. Non, mais il a quand même déjà pris, il a pris était- des coups dans la gueule, il sait ce que c'est. Ouais, mais ce KO-là, il était énorme. C'est le plus gros de sa Je pense carrière. que la il était blessure énorme. je pense que la blessure de Fiziev impacte plus Fiziev que le KO de Gaethje va impacter Gaethje. C'est mon Ben, avis. le problème, c'est que c'est dur de se prononcer à l'avance sur ça parce que les deux, ils sont pas du tout dans des conditions qui sont faciles. Il y a aussi l'âge. Fiziev, il a 31 ans. Voilà, des blessures, ça arrive. On sait que plus quand on est jeune, on guérit quand même mieux et plus vite. 36 ans pour Gaethje, sortir de ce chaos monstrueux après toutes les patates qu'il a prises, c'est compliqué. Et surtout, moi, il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'on a parlé de Trevor Whitman. Alors, Trevor Whitman, il a beaucoup de qualités, surtout pour gérer l'anglaise, pour refaire les combattants, pour leur faire un style qui est vraiment efficace, efficient aussi. Ça, je suis d'accord. Mais par contre, je l'ai déjà entendu parler de la santé de ses combattants et moi, je trouve ça assez flippant. Il parlait des CTE, par exemple. Ouais, c'est ça. Il parlait des CTE. Pour lui, donc les dégâts qu'on peut prendre au cerveau et les troubles qui arrivent à cause des chocs qu'on trouve, qu'on prend à la tête. Et il disait, ouais, non, tu sais, comme si ça n'existait pas, quoi. J'ai entendu Gaethje et Whitman parler de ça, ça fait peur. Donc je me dis, franchement, s'il gère le chaos comme ça, s'il gère cet énorme dégât comme ça, et pas avec beaucoup de précautions, ça peut être catastrophique. Le boog, il est spécial, Trevor Whitman. C'est-à-dire qu'il y a plein d'images capturées de lui quand il est dans les coins de ses combattants. Ces mecs qui se font tabasser, il est là avec un grand sourire. Et à un moment donné, de round en round, il faut que tu l'aides ton combattant. Il faut que tu lui dises voilà, que tu as un regard extérieur, tu vois mieux ce qui se passe que lui de manière générale. Et à un moment donné, il faut lui donner des conseils avisés en fonction de ce que tu vois. Et là, sur le côté, il regarde ses combattants se faire massacrer, il est en train de rigoler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien contre Whitman, mais. Il y a des mèmes sur Internet sur ça. Sa manière de. Genre, son combattant, il gagne, bro, il est là, il est comme ça. Et ton combattant, il se fait éteindre, t'es là. Ah. Ouais, franchement, c'est. Après, on ne sait pas ce qui se passe en interne. Hein. Ça se trouve, il gère ça de manière très intelligente, mais voilà, moi j'ai une petite crainte sur ça, surtout connaissant l'état d'esprit de Gaethje. Et Gaethje, oui. Comme ce que Jérémy disait, je ne suis pas tellement d'accord avec. Hein. Gaethje, je ne l'ai jamais vu inerte comme ça, en fait. Jamais. La dernière fois qu'on l'a vu, je me demande s'il convulsait pas. Il a pris des tirs dans sa carrière. Il s'est fait endormir par Khabib, par Oliveira. Il s'est fait endormir. Mais se faire éteindre inerte comme ça, au sol, face contre terre, je n'ai jamais vu comme ça Justin Gaethje. Je sais pas c'était la première fois. C'était la première fois qu'il était comme ça, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, je ne sais pas si le KO qu'a pris Gaethje, ça va autant l'handicaper que les ligaments croisés de Fiziev. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, les deux reviennent d'une blessure, si je peux dire ça. Et donc, c'est ça que d'un traumatisme. Ouais, c'est possible, c'est possible. Après, imaginez, on a un combat contre un gars qui boite et l'autre qui n'a pas de menton. Ouais, c'est pour ça qu'il est dur à pronostiquer le combat. Il est très ouais. Après, pour revenir sur la blessure de Fiziev, ça fait un moment qu'il compte revenir et il était déjà potentiellement à prendre BSD pour l'UFC Paris. Et apparemment, il aurait peut-être dû aussi prendre Gamrot en février à Riyad. Ça fait un moment qu'il se prépare et je pense que justement, c'est pas anodin qu'il prenne ce short notice. Je pense qu'il est en préparation.
Et il a vraiment pris le temps justement pour cette blessure. Comme il a pu le dire, ses coachs, ça, il a en vraiment. 2023. C'est ça, il a vraiment pris un maximum de temps. Alors que le KO de Gaethje, c'est quand même. Ça fait à peu près un an. C'est ça, et en plus, c'était après 5 rounds, donc il a pris beaucoup de dégâts avant, et après, il se fait éteindre, éteindre, c'est chaud. Après, il y a aussi des trucs que j'ai bien aimé que Fiziev a pu faire dans le premier round, dans le premier combat. Il a vraiment bien travaillé au corps Gaethje, et c'est une chose qu'a notamment aussi fait Holloway, qui a bien, du coup, baissé, on va dire, le potentiel de KO de Gaethje. Aussi, ce qui a permis notamment à Holloway de gagner, c'est le spinning back kick qu'il met et qui a touché le nez. Donc, c'était ça, super intelligent de la part d'Holloway. Fiziev, très belle lecture de jeu, mais ça dit quelque chose aussi sur le style et les habitudes de Gaethje qui va pas pouvoir changer en un an. Donc ça veut dire que quand il se baisse comme ça, tu peux faire quelque chose. Si Fiziev est intelligent, il pourrait en profiter. Justement, Fiziev a justement aussi le spinning back kick dans son arsenal, donc je pense que ça va être une bonne chose à pouvoir utiliser. Et comme tu as pu le dire, Gaethje, il a aussi une fâcheuse tendance à se baisser pour envoyer des coups. Et franchement, pour quelqu'un comme Fiziev qui est un Muay Thai spécialiste, on va dire, des coups de genou sautés, je pense que à un moment, il faut le tenter. Si en plus le cas, des fois, il va peut-être tenter des amener ou des feintes d'amener au sol pour justement te faire agir. Je pense que c'est une bonne chose à utiliser. Des uppercuts aussi. Il y a aussi du coup le clinch qui avait pas mal marché. Je pense que s'il allie justement les coups au corps ainsi que le clinch, il peut vraiment faire baisser le cardio de Gaethje et du coup un peu plus pouvoir justement gérer sur le deuxième et le troisième. Parce que je pense que sur le premier round, vraiment, il va vraiment être dangereux et je le trouve meilleur comme techniquement, Fiziev. Donc, il y avait aussi sa façon de rentrer et sortir sans. Il chasse pas bêtement Gaethje, parce que justement, ce serait une erreur de faire ça. Gaethje va vouloir rentrer en mid-distance, et la mid-distance avec Gaethje, il est trop fort pour ça. Donc, vraiment, Fiziev choisit ces moments où il rentre et il sort. Et il le faisait notamment bien en switchant de garde pour mettre justement son kick de la jambe avant au corps. Et ça aussi, ça peut être une façon de baisser le cardio de Gaethje. Donc, franchement, je pense que ça va être une bonne chose. Et pour revenir sur mon prono, à la fin, je pense que Fiziev va l'emporter. Après aussi, je suis un peu biaisé. J'ai envie de voir du renouveau dans cette KT. J'ai envie de voir des nouveaux noms, des Joel Alvarez, des Rebecki, des Fiziev atteindre ce top 5. Et les Poirier, Gaethje, Ziam aussi, notamment. Franchement, ce serait incroyable. Et voir l'ancienne garde partir. Merci pour le divertissement, mais les gars, maintenant, c'est compliqué. Vous faites que de vous affronter entre vous. On a envie de voir du renouveau. C'est ça. Alors, si je peux me permettre, juste, puisque Mystic Matt a parlé du clinch lors du premier combat, moi, de mes souvenirs, Fiziev prenait très cher au clinch. Il prenait beaucoup d'uppercuts de la part de Gaethje, et surtout au troisième round, ça l'a vraiment, vraiment beaucoup abîmé. Donc, le clinch, il faut faire quand même attention, parce que c'est ce qu'il faisait au premier combat. Il s'est mangé des uppercuts. Je crois qu'il y a une dent qui a sauté ou un truc. Enfin, t'as une espèce d'image où il se prend un uppercut sorti du tréfonds de l'enfer et il se le prend dans la gueule. Donc, il faut faire gaffe quand même au clinch avec Gaethje. En plus, Gaethje est plus grand et il a de bons uppercuts. Après, on n'a pas parlé aussi d'autre chose au sujet de Gaethje, c'est sa seconde meilleure arme après ses points, c'est ses low kicks. Et encore une fois, sur un Fiziev blessé, ligament croisé ou je sais pas trop quoi, ça peut aussi jouer. Alors, déjà de base, les low kicks de Gaethje jouent beaucoup dans les combats, donc à voir. Vous n'irez pas d'accord. Ne low kick pas un Nakmoy dans une cage. C'est ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai que même moi je m'attendais à ce que Fiziev ait l'avantage en low kick, mais c'est bien Gaethje. Mais il l'a moins fait en tout cas dans ces combats. C'est un des rares combats où il a vraiment envoyé beaucoup moins de low kick Gaethje. Moi, mon prono, c'est Fiziev qui fait un spinning kick comme Holloway, qui casse le nez, qui recasse le nez de Gaethje, qui le KO et la jambe se détache. Ah voilà, ouais, c'est un peu très... Ok, d'ailleurs, prono, parce qu'il faut passer au combat suivant. Mounir. Fiziev décision. C'est pas Mounir, toi, mais vas-y, Mathéo. Fiziev décision, moi. J'ai envie de voir du renouveau. Ok, Mounir. Pour le coup, il a lu dans ma tête. J'ai Fiziev décision aussi. Ok, Jérémy. Alors, moi, deux choses. Je me permets juste, c'est très dommage qu'on n'ait pas Dan Hooker contre Justin Gaethje, parce que ça aurait été un combat génial. Et en plus, Dan Hooker est sur un bon run là dernièrement, donc je suis vraiment extrêmement déçu. Et je suis le seul mec peut-être de France. Il a volé Gamrot. Il a éclaté Gamrot. Gamrot est une fraude intersidérale. Éclaté Gamrot.
Il l'a fumé. Et pour mon prono. Gamrot a été remis à sa place. Pour mon prono, moi, je suis un mec fidèle, donc je vais dire Gaethje. Et Gaethje décision, je pense que Gaethje décision, un truc un peu comme le premier combat, quoi. Fiziev va bien se démerder au premier round et puis après il va gagner beaucoup de jabs de la part de Gaethje et j'ai décision pour l'Américain. Ok, moi je vais faire le prono. J'ai cette petite tendance-là, ça marche parfois et ça marche au bon moment, mais des fois ça marche pas. C'est-à-dire je vais pronostiquer la vieillesse et le fait que quelque chose va décliner chez Gaethje. Je vais pronostiquer le fait que là, c'était le coup de trop, qu'il a été allongé par terre et que c'était fini, et qu'en plus, il commence à être vieux. Voilà, donc je vais pronostiquer un TKO de la part de Fiziev, ce qui est étonnant. Hein. Moi-même, je m'étonne. Là, je ne sais pas ce que je raconte. Je supprimerai probablement la vidéo si mon prono est mauvais. Hein. Vous connaissez. Non, voilà, comment dire, c'est un peu risqué comme pari. Mais je vais parier sur le fait qu'ils ont mal géré le chaos, qu'ils ont continué à se parer un peu trop dur et que là, il va se passer quelque chose. Voilà. Combat suivant. L'autre teubé contre un combattant qu'on aime bien. Ankalaev contre Pereira. Voilà. En vrai, oui. C'est qui le teubé ? C'est Ankalaev. Je l'ai dit dans l'ordre. Je ne me suis pas trompé. Donc voilà, on a une KT, on va pas se mentir, elle est assez pauvre techniquement. Depuis le départ de John Jones, de sa domination totale, le niveau technique a drastiquement baissé. On est sorti de l'âge d'or de cette KT qui était quand même monstrueuse. Heureusement, après des moments compliqués, il y a eu des petites têtes qui sont sorties là pour amener du spectacle. C'est pas les plus complets en termes de MMA. C'est pas les combattants forcément les plus intelligents, mais qu'est-ce qu'on aime les voir. Il y a Pereira qui est champion évidemment, il y a Jiří Procházka qui a été champion, qui nous propose toujours des combats incroyables. Et le reste, c'est aléatoire. Voilà, donc là, on a Ankalaev qui est le contender légitime, je pense, pour ce combat pour la stature, qui a esquivé plusieurs fois des title shots parce que ça lui arrangeait pas de combattre. Il ne voulait pas combattre à certains moments. Il voulait combattre en octobre à Abu Dhabi. Sinon non. Voilà. Pardon ? J'y crois pas une seule seconde. Oui, ben, on se demande pourquoi, Monnier. On se demanderait si t'es pas un peu biaisé, tu vois. Non, c'est comment dire. Je vois pas Ankalaev esquiver un combat en fait. Ah ouais ? Moi je l'ai vu pourtant. C'est Internet qui parle, c'est pas lui de sa bouche qui dit oui, moi je ne veux que à Abu Dhabi. Oui, mais en même temps, est-ce que tu as déjà vu un combattant dire moi, vous savez, j'esquive ce combat parce que ça m'arrange pas. Je le veux à Abu Dhabi ou rien, ou etc. Parce qu'il y a une parole d'Ankalaev qui va dans ce sens-là, mais c'est sur son compte Twitter, sur son compte X. Et on sait tous que son compte X, c'est pas lui qui est derrière. C'est Ali. C'est Ali qui est derrière. Donc voilà, Ali Abdelaziz, son manager, qui a tendance à parler à la place des combattants. Et pourquoi pas, il vend les combats, donc ça se fait. Donc, on a un Ankalaev qui est un combattant relativement complet, mais qui reste quand même un vrai striker. C'est-à-dire que son jeu en MMA, c'est du striking. Alors, comme il s'appelle Magomed Ankalaev, forcément, on le met dans la catégorie des lutteurs, parce que les Dagestani, c'est des lutteurs. Voilà, décidé. Ce qui n'est pas du tout le cas. Pourtant, il a une lutte, mais on ne peut pas dire que ce soit la partie principale de son jeu. Qui a une lutte, qui est gaucher, très important, qui est un bon striker, un contreur, qui est assez prudent dans ses combats. Ces derniers temps, il finit peu. Pourquoi ? Parce qu'il décide d'essayer de gagner des décisions un peu dégueulasses, mais sans prendre trop de risques. C'est atroce, mon pote. C'est atroce. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas Ankalaev qui esquivait le combat. Et on sait tous que c'est Rakic qui courait. Voilà. Oui, non, mais Rakic, c'est pire. Est-ce que tu es content ? Rakic, c'est pire. Mais on a un gars quand même, Ankalaev. Avant Rakic, il y avait qui ? Il a affronté qui Ankalaev avant Rakic ? Ankalaev, non, mais les combats horribles. Johnny Walker, ça s'est fini comment ? Non, mais c'est Johnny Walker, mais même lui, il se KO tout seul. D'accord, avant Johnny Walker, il y avait qui ? Smith ? Non, il y avait Écoutez là-bas. Ça s'est fini comment ? Mais c'est Écoutez là-bas. Fais-vous dire. Non, mais s'il te plaît. T'es en train de me dire c'est un mec qui est prudent, qui cherche les décisions, il est plus prudent. Non, ce que je dis, en fait, ça finit.
J'exagère. Je dis juste qu'il a un style de striker contreur qui est relativement prudent, je trouve. C'est-à-dire qu'il a une bonne gestion de tout ça. Il n'y a pas un moment où il va partir à la guerre et échanger comme un teubé, comme la plupart des gars de la KT le font. Voilà. Et il se trouve qu'il finit peu ces derniers temps. Hein son ratio. Mathéo, en fait, son ratio de KO à l'UFC, c'est quoi? Ah, c'est pas un truc de ouf, hein, mon pote. Tu vas être déçu. D'ailleurs, on le fait passer pour un grappleur, 0 soumission en carrière. Je vous le dis. Voilà. Personne n'a dit que c'était un grappleur. Ça, arrête, sur Internet, on voit plein de gars dire oui, il va l'amener au sol, il va le finir. Tu dis oui, d'accord, mais. Ils ont 13 ans, ils sont fans de Makhachev. Dès qu'ils voient un Eve à la fin, forcément, catégorie grappleur. Non, c'est. Alors, ça, mon dire oh, quelle critique. Il a 14 combats. Bon, après, il y a un draw et un no contest dedans. Ah, on en parlait, tiens. Il a 6 KO TKO et aucune soumission. 50%, ça reste correct. Oh, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Non, j'avoue. Comment tu t'attendais à plus? Non, tu m'aurais dit flyweight, je t'aurais dit vraiment ça. Il a un KO power, tu m'aurais dit bantam, je t'aurais dit c'est correct. Ouais. Lightweight, ça passe. Non, light heavyweight, c'est censé être plus élevé. Hein. Il s'éteigne mieux plus. Sachant qu'il y en a un qui a été volé sur côté là-bas, sur le premier combat. Enfin, c'est pas. Moi, je compte pas ça comme un arrêt, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez. Lui aussi, pourquoi il filme. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est côté là-bas qui a été con, mais moi, je le compte pas comme un arrêt. Genre, je me dis pas, il a été un côté là-bas. Genre, sur le premier combat, non. Walker, une histoire avec l'arbitre, il lui dit oui, je suis dans les joies du sang. Ah ouais. Non, mais en Calef, il trempe que dans des combats bizarres. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est les mecs qui devaient tuer Gourfa, c'est pas lui. Lui, il a rien fait. Hein. Lui, si, contre Walker, il a fait un truc bizarre. Hein. Contre Walker, à un moment, il fait un truc, c'était illégal, je sais plus ce que c'était. C'était très louche. Un coup de tête sur un clinch. Je crois que c'est ça. Ouais. En tout cas, voilà. Ça reste quand même un mec qui a des capacités en Calaf. Il est vraiment, il a toutes les capacités de gagner ses combats avec domination, mais bizarrement, il le fait jamais. Pourquoi ? Parce que ce mec est teubé. Ce mec n'est pas capable de faire le game plan qu'il faut pour son adversaire. Il décide. Oui. Il le fait en retard. C'est ça. Il le fait quand le combat est fini, tu vois. Il le fait sur Twitter. Bon, on sait pas. Non, c'est compliqué. Et le truc le plus flagrant, c'était contre Blachowicz, qui s'est fini en égalité, alors que c'était un Blachowicz qui était plutôt vieux. Et normalement, c'était un combat qui était totalement à sa portée pour la ceinture vacante. Et en Calef, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé d'accepter de prendre les low kicks de Blachowicz pendant 3 rounds sans bouger. C'est-à-dire, il checkait pas, il faisait rien. Il s'est fait bûcheronner les jambes, les deux. Parce qu'à un moment, il avait trop mal à la jambe, donc il a switché, il s'est fait éclater la jambe. Je disais 2 rounds. 2 rounds et demi. Si tu veux. Voilà. Et ensuite, au 3e round, il s'est dit, ouais, maintenant que j'ai plus de jambes, je vais peut-être essayer de lutter. Et bizarrement, la lutte a marché. La lutte a marché alors qu'il avait plus de jambes. Donc on se dit, logiquement, s'il avait lutté plus tôt, ça aurait encore mieux marché. Mais voilà, ce mec n'est pas capable de réagir en combat, il n'est pas capable de s'adapter, il n'est pas capable de faire un game plan optimal. Je ne sais pas ce que fout son corner. Je comprends rien. Je comprends rien à ce mec. Contre Santos, il décide de faire C'était trop bizarre aussi comme game plan. Enfin, je comprends rien. Les seuls contre qui il est allé au sol, c'est Paul Craig qu'il a endormi. Alors que franchement, en Calef, dominer le combat, c'était débile comme fin. Et Krylov qui est un grappleur. Mais tu fais les choses à l'envers, mon pote. Tu prends un grappleur, tu lui tapes dessus. Et l'autre, il ne saura pas quoi faire. Et tu prends un striker, tu le luttes. Et voilà. Et comme ça, tu es champion. Normalement, c'est comme ça que ça va marcher. Donc, ça serait logique de voir Pereira se faire dominer par Ankalaev, au moins en lutte. Mais voilà. La porte est ouverte, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Qui veut me parler de ce combat ? Qui veut commencer ? Moi, je vais être très long si je commence. Allez, vas-y, Jérémy, c'est à toi. Bon, je vais pas être très honnête avec ce que je vais dire. Je vais être complètement biaisé puisque j'adore Pereira et Ankalaev. C'est pas que je l'aime pas, mais bon, il n'y a pas de fan, quoi. Tu vois, c'est pas très intéressant. Non, il y en a un, il est là. Ça. On a le seul fan d'Ankalaev de la planète. Oh, fan, c'est un grand mot, mais... Parce que Ankalaev, niveau charisme, c'est 0. Il faut le dire, ça aussi. Et ce mec-là, là aujourd'hui, le thème, c'est le thème des SECPA de notre podcast. Il a quand même fini, je crois, son combat contre Koutelaba. Il était en train de faire des doigts au public.
Oh, il a fini, il faisait les doigts publics. T'es là, tu fais, mais c'est quoi ton problème, vieux? Après, c'est pas ça qui change quoi que ce soit dans la cage. Ça, c'est pas... Non, mais il est con. Globalement. En fait, c'est encore une fois, c'est assez compliqué de le pronostiquer parce que c'est toujours pareil. Si Ankalaev arrive et il lutte, je sais pas, est-ce qu'il va soumettre Pereira? Moi, je le vois bien, genre acculé contre la cage et puis il lui envoie du ground and pound. C'est quand même des gros bonhommes, quoi. Les mecs, il faut quand même 100 kilos de muscles dans la cage. Donc bon, tu te prends un ground and pound d'un type de 100 kilos dans la gueule, je pense que tu survis pas 25 minutes. Donc franchement, la porte est ouverte et il peut littéralement le finir au premier ou deuxième round une fois que Pereira est crevé, puisqu'on a vu que ça jouait beaucoup sur le cardio lors de son combat avec Blachowicz. Et maintenant, alors l'avantage que peut avoir Ankalaev debout, c'est qu'il est gaucher, donc il a le bras droit devant. Alors il n'est pas aussi bon que le Khalil Rountree, donc le dernier adversaire de Pereira, mais qui est lui aussi gaucher. Et on a vu que ça avait posé beaucoup de problèmes à Pereira, puisque bon là, sur l'ordinateur c'est un peu compliqué, mais Pereira il a son fameux check hook, donc son bras avant, il a un crochet du bras avant. Sauf que si le mec en face est gaucher, en fait, il peut un peu jouer avec ta main, avec lui, sa main avant, donc ça t'empêche un peu ça tape dans l'épaule. Ouais, voilà, il a l'épaule ici pour protéger, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qu'on a vu, ce que Pereira a fait contre Khalil Rountree, c'est qu'il a fait beaucoup de jabs et de cross, donc beaucoup de coups directs. Mais donc, juste le fait qu'Ankalaev soit gaucher, ça enlève un petit peu l'arme principale Pereira, donc ça lui donne quand même aussi un petit avantage défensif, disons, debout. Par contre, il n'a pas la vitesse de Rountree. Non, c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Alors après, ça a joué. J'ai pas les stats. Ankalaev fera plus fort que Rountree. Oui, non, mais la vitesse, vraiment, on sent que ça a gêné Pereira sur certaines fréquences. Mais il est plus grand aussi, Ankalaev, en termes de. J'ai pas les stats là sous les yeux, mais je pense qu'il doit avoir plus d'allonge. Donc, franchement, moi, je mettrais quand même une piécette supplémentaire sur Ankalaev parce que à chaque fois que je suis contre un Dagestanais, il gagne. Et quand je suis pour, il perd. Je sais pas pourquoi. Je pensais que Nurmagomedov allait battre Merab, et en fait, pas du tout. Mais c'est vrai que je trouve que la différence entre le striking d'Ankalaev et le striking de Pereira est moins importante que la différence entre le sol d'Ankalaev et le sol de Pereira. Voilà, donc je trouve qu'Ankalaev est peut-être plus complet. Et donc je peux voir Ankalaev devant, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il se mange même un KO au numéro 1, une espèce de bras arrière à la con, un truc. Parce qu'effectivement, il en est capable. Et surtout, d'ailleurs, on parlait des low kicks. Après, je vais donner la parole à qui veut. Mais les jambes de Pereira, tu te manges pas 2 rounds et demi. Et Blachowicz, déjà, qui frappe fort en low kick, et on a vu ce que ça a donné. Mais tu te prends pas 2 rounds et demi de low kick de Pereira sans réagir. Ça, c'est impossible. Ou alors, tu combats sur une chaise roulante ou une connerie comme ça, quoi. Mais c'est littéralement impossible. Il fait mal. Donc, et en plus, ils sont illisibles, ces low kicks. Ouais, tu les vois pas arriver. Il n'y a pas de hanche, il n'y a que dalle. C'est juste le contact de sa jambe avec la tienne et puis tu la brises en deux, quoi. Donc, je sais pas, je mettrais un petit avantage sur Ankalaev, mais je veux que Pereira gagne et je suis pas du tout objectif, donc je vais dire Pereira. Ok. Alors, il y a plein de trucs pertinents dans ce que tu as dit. Non, mais c'est pour ça que tu es là. Merci d'être là avec nous. ouais, il y a plein de trucs. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout porte à croire que Ankalaev, s'il avait le cerveau de Demetrius Johnson, il gagnerait. Hein. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Demetrius Johnson, un cerveau tout court. Un cerveau fonctionnel, juste un cerveau fonctionnel. Le cerveau coordonne le corps, les actions. Quand est-ce que je passe en grappling, quand est-ce que je passe en striking, quand est-ce que je fente le striking pour passer en lutte et t'emmener au sol derrière. Il faut un cerveau d'humain normal, c'est tout. C'est juste que... il n'a pas. Pas de bol. Et d'ailleurs, sur Twitter, il a commencé à balancer, enfin sur X, il a commencé à balancer des trucs du genre « Ouais, tu vas voir, je vais te lutter pendant 25 minutes. » Puis ensuite, il a envoyé « Non, mais tu vas voir, je vais t'éteindre round 1. » Et ensuite, tu vas voir, je ne vais pas lutter avec toi. T'es là, tu te dis « Mais... » C'est pas lui qui parle. Bah, bien sûr que c'est pas lui. Moi, vraiment, ce que je pense, c'est que Ankalaev, il va faire du Ankalaev. Donc, il va venir striker au début. Et je pense que ça va mieux se passer que ce que les fans de Pereira pourraient attendre. Non, lui, il perdrait. Par contre, si vous vous souvenez bien, Prochaska contre Pereira, il s'est fait éteindre la première fois. Bon, il s'est fait toucher et ensuite il est allé en lutte. Et c'est pendant la phase où il essayait de le takedown qu'il s'est fait KO à coup de coude. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que Pereira, depuis qu'il est là, ok, il a éteint plein de gars, mais est-ce qu'il ne s'entraîne pas justement à la takedown défense avec des façons de gérer tout ça? Pas à 37 ans. Tu penses pas? Je pense qu'il est en train de se diriger, Pereira, doucement vers sa fin de carrière. Ouais. Tu penses il n'a pas pu apprendre ça comme il a fait contre Jiri, il n'a pas pu l'apprendre de manière
Pereira, il faut comprendre qu'Alex Pereira, sa carrière en MMA, c'est un bonus par rapport à sa carrière sportive. La majeure partie de sa carrière sportive, de manière générale, il l'a fait en kick. Il a fait en kickboxing. Il a vu qu'il avait possibilité, de par ses qualités physiques hors normes, de pouvoir essayer de faire quelque chose en MMA. Il a poursuivi dans ce chemin-là. Il a encaissé assez d'oseille, je pense. C'est ce que personnellement je pense. Pour tirer sa révérence. Il a marqué l'histoire du MMA dans le sens où c'est l'un des plus grands light heavyweight de l'histoire, très loin derrière John Jones, certes. C'est bizarre à dire, hein. Ouais. Mais dans les faits, Pereira, il va pas acquérir de nouvelles skills, pas à 37 ans. Il se dirige vers sa fin de carrière. Lui, ce qu'il veut, je pense, c'est un dernier shot en heavyweight contre soit John Jones, soit Aspinall. L'éteindre ou se faire éteindre et tirer sa révérence. Ça y est, bon, c'est fini. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on a parlé du corner à l'intelligence douteuse d'Ankalaev. Par contre, Pereira, il a Glover dans son équipe. Et Glover Teixeira, donc l'ancien champion des light heavyweight. Et lui, en plus d'être un vétéran en MMA, c'est vraiment un malin. Lui, il est intelligent. Lui, il fait des trucs. Franchement, c'est une très, très, très bonne... collaboration quoi, entre Pereira et Glover. Et Glover, sa spécialité, c'est le sol. Donc est-ce que Pereira n'a pas plus de base au sol que ce qu'on pourrait croire? Vraiment, parce que ok, il a 37 ans, mais est-ce qu'il ne s'est pas tué à ça? Peut-être en défense, mais offensivement, je ne vois pas ce qu'il peut développer en nous. Non, pas offensivement, juste en défense. Il a juste besoin de la défense. Ah non, mais je vais pas te dire, Pereira, il va arriver, il va take down en Ankalaev et il va lui placer un bras-tête, tu vois. Rappelle-toi qu'il a essayé de le faire contre Adesanya, par exemple. Ouais, oui. Mais parce qu'Adesanya, c'est un striker pur. Et Ankalaev, c'est quoi? Striker pur. Non, mais il va pas faire ça. Non, je pense pas qu'il va faire. Non, mais moi, j'éteins totalement cette hypothèse. Ah oui, merci. Là, pour le coup, je prends le relais de Jérémy. Moi, le combat tel que je le vois, je pense qu'Ankalaev a toute chance de gagner debout en striking. Je le pense vraiment. Sans passer par la lutte, sans passer par le grappling. Ankalaev, il est gaucher. Il a un bras arrière qui est extrêmement puissant. Et il est vraiment bon dans tout ce qui s'agit de tout ce qui concerne le jeu de contre. C'est un très bon contreur, Ankalaev. En plus d'être gaucher, d'avoir une grosse puissance de frappe, être un bon contreur, en striking, on peut dire ce qu'on veut en striking, il est comment tu dis well-rounded, il est très technique. Il est très technique. Il est pas plus technique que Pereira, certainement pas, mais pourquoi hein Pereira, c'est pas sa technique qui le fait gagner. C'est juste qu'il a 2-3 armes qui fonctionnent extrêmement bien. En fait, Pereira, c'est un striking qui est conventionnel. Il n'y a rien de spectaculaire qui fait que... il est plus ouvert qu'un combattant conventionnel. Hein. Il est plus ouvert et plus droit. Je veux dire, son panel technique, il n'y a pas de truc fancy à la Fiziev, il n'y a pas de truc de fou qu'il fait. C'est conventionnel ce qu'il fait. C'est pour ça que je me dis que... Crochet du gauche, genou, sauter et low kick. Le low kick magnifique, hein, par contre. Et tout ça, par contre, c'est fait d'une manière incroyable. Mouvement de hanche, là, c'est vrai que c'est relou, ça. C'est relou à voir venir, c'est relou à bloquer, à contrer, mais je pense qu'il est pas... Il est débile, certes, mais il n'est pas débile au point de ne rien avoir prévu pour les low kicks de Pereira. Il peut très bien mixer, hein. Il peut très bien mixer, commencer... Moi, je pense qu'il est débile à ce point. Je suis désolé de te décevoir, je parie sur le fait qu'il est débile à ce point. Non, il ne peut pas avoir commis 2 fois la même erreur. Moi, je pense qu'il va commettre 2 fois la même erreur. Il ne peut pas venir devant Pereira comme il est venu devant Blacko. Et après, le point positif, c'est que contre Blacko, quand même, il a fait quelque chose derrière. Un peu trop tard. Mais enfin, un peu trop tard. Moi, j'ai une autre vision du combat. Le match nul, pour moi, bref, j'ai pas envie de parler de ça. Mais non, mais au-delà de passer par le mix et par la lutte ou le grappling, je pense, et auditeurs, écoutez-moi bien, je le pense vraiment, je pense qu'Ankalaev peut éteindre Pereira debout. Il peut l'éteindre. Mais c'est pas impossible, moi, ça me choque pas. Hein. Et c'est mon pronostic. Je pense que Ankalaev va TKO Pereira sur le round 2 ou 3. Non, peut-être pas 3, 1 ou 2, entre les deux. Et je tiens à dire que j'aimerais que Pereira gagne. Je veux que Pereira... voilà, là on se retrouve. Pour 2 raisons. Je veux que Pereira gagne, comme ça il monte en heavyweight pour faire un super combat contre Aspinall ou John Jones. Et je veux que Pereira gagne parce que je suis très déçu qu'Ankalaev ne gêne pas. C'est tes raisons personnelles, mais je comprends.
Ouais. Donc Nous soulignons juste que vous pratiquez la religion que vous voulez, de la manière que vous voulez, bien entendu, ces propos sont personnels. Mais vous Et serez vous jugé faites par ce que bon vous Mounir semble. tout seul dans sa chambre. Voilà, il va vous juger. Il sera là. Moi, je suis pas d'accord. Et ça changera rien. Ouais, donc, en KLF, ça m'étonnerait pas que ça se passe debout, mais il y a un truc qui me laisse perplexe, c'est qu'on a quand même deux contreurs. Bon, Pereira, il sait ne pas contrer, il sait avancer et tout. Par contre, en KLF, c'est vraiment un contreur. C'est vraiment, il attend que tu t'engages et tout, et quand tu t'engages pas, ça donne des trucs pas super intéressants, je trouve. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque qu'on ait contreur contre contreur, un truc horrible? Il y a une animosité entre les deux qui fait que Quelle animosité. Plus côté Pereira, pas l'histoire de $200 000 de je sais pas quoi, là, Pereira il parlait en vidéo. Je n'ai pas su. Il y a une vidéo, Pereira il parie 200 000, je sais plus c'est quoi, Matteo il connaît ça mieux que moi en général. Ouais, il lui a dit viens on parie $200 000, je sais plus pourquoi exactement. Enfin, c'est quoi le sujet du pari, mais en cas live, il a directement dit Je parie pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense que toute animosité est totalement factice. Regarde le comportement de Pereira, même avec Adesanya, il s'en fout. C'est pas son ennemi. C'est son petit. C'est son petit, Adesanya, il va pas faire. Adesanya, il l'a éteint quand même. Il y a 3-1. Ouais, mais il l'a fait monter en light heavyweight, tu vois. Donc, ouais. Il y a ça. En Calais, je pense qu'il s'en bat. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce mec, mais ça m'étonnerait qu'il soit émotionnellement si impliqué que ça. Je sais pas. Non, en Calais, c'est surtout du côté de Pereira que je faisais la remarque. Mais, moi, je pense que c'est du spectacle. En Calais, il s'en fout un peu. En Calais, tu lui mets Pereira. Demain, tu lui dis écoute, Pereira, ce sera pas Pereira, ce sera Johnny Walker ou Jamal. Je crois qu'il comprendra même pas la différence. Il dit mets-moi un humain en face qui fait mon poids. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que Mathéo, tu veux nous parler de ce combat? Ouais, il y a des trucs que je rajouterais. Déjà, comme a pu le dire Jérémy, c'est un gaucher, donc on a pu le voir que Pereira, ça le gênait quand même quand il était contre Rompri. Je pense qu'aussi, surtout si en Kalev amène au sol, par exemple, au premier round un Pereira, pas forcément peut-être le finir à ce moment-là, mais juste, on a pu le voir contre Blakovic, même si contre Blakovic était en altitude, c'était à Utah. On sait que ça peut vraiment le fatiguer, le drainer au niveau de l'énergie. Même s'il a un KO power, je pense qu'il peut aller sur la totalité du combat, sur 5 rounds. En termes de rapidité, ça va perdre, ça va bien descendre. Donc, ça serait intelligent, en tout cas, de drainer un maximum d'énergie à Pereira s'il ne finit pas avant. Et pour, du coup, être, on va dire, plus en sécurité en striking, étant donné qu'il peut avoir fatigué ses bras et aussi au niveau du cardio. Ça serait un game plan super intelligent. Hein. Ouais, moi même je pense que le mieux ce serait carrément de bloquer contre la cage Pereira un maximum de temps possible. Après attention, pour le ramener à la cage, faut pas faire non plus trop de bêtises et à rentrer sans une bonne technique. Ce serait con de se faire éteindre sur une entrée bête. C'est un truc, c'est que bon, en KLF, il a une bonne lutte quand même, de ce qu'on en a vu, on n'en a pas vu beaucoup, mais il a l'air compétent. Mais par contre, tu vois, c'est pas comme des Shimaïs qui en font leur arme principale. T'as des mecs, ils sont dans tes jambes, tu les vois même pas venir. C'est-à-dire qu'ils sont devant toi et puis d'un coup, paf, ils ont attrapé tes jambes, tu fais qu'est. Et donc là, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Je pense qu'en KLF n'a pas assez drillé le truc pour que ça soit ça. Après, quand on regarde le combat de Blakovic et Pereira, franchement, Blakovic n'est pas the lutteur et pourtant il l'a emmené franchement comme un bébé au sol, Pereira. Et c'est quand même. Même si Blakovic il est vraiment bon quand même, il est quand même assez complet. On a pu le voir. Il a pu le faire aussi sur Adesanya. Bon, Adesanya, c'est pas non plus. En plus, il montait de KT, mais c'est pas non plus le meilleur lutteur. Mais il avait quand même une sacrée bonne défense de takedown. Il a basé son jeu sur ça. Et il a vraiment. Blakovic l'a emmené plusieurs fois au sol, juste sur un bon timing. Et en cas live, je pense qu'il a quand même, comme on a pu le voir, du peu d'images qu'on a pu avoir sur son camp, il a quand même fait de la lutte.
Et je pense que le timing, il est pas non plus. Faut pas non plus être Ramzat pour l'avoir, le timing. Surtout que. Et des MMA. Tu peux faire des MMA sur ce combat-là. Tu vois Blacko, ce qu'il a fait à Pereira, et ce que Ankalaev a fait à Blacko. Logiquement, Ankalaev peut faire la même à Pereira. Ouais. C'est ça. C'est Andro, c'est ça que tu veux me dire? Oula. Oulala. Tu veux faire des MMA. Tu regardes ce que Blacko a fait à Pereira en préhension. J'avais compris. A fait à Blacko, théoriquement, Ankalaev peut faire la même à Pereira. Et sachant que là, ce sera pas en altitude. Ouais, mais tu peux faire l'inverse. Tu peux dire, regarde ce que Blacko a fait aux jambes d'Ankalaev, regarde ce que Pereira a fait aux jambes des gens. Ça, je suis entièrement d'accord. Pereira est beaucoup plus dangereux que Blachowicz en striking pour Ankalaev. Il est beaucoup plus dangereux. Et s'il a un cerveau, enfin, j'espère Putain, j'espère vraiment qu'il a un cerveau. Parce que là, pour moi, c'est ça le problème. Il est obligé, en fait. Parce que concrètement. Il a tout le panel technique Ankalaev pour gagner ce combat sans forcer. C'est ça qui me rend fou, c'est que tu sais, en interne, on se fait des petits sondages, oui, qui va gagner. Et quand, à chaque fois que vous m'envoyez Ankalaev contre Pereira, moi je suis là, genre, ça dépasse le stade de l'analyse. C'est pas genre, oui, tu vois un style, tu vois un deuxième style, et tu essaies de confronter. En fait, tout peut être possible, et tout, c'est absurde. Si tu me mets les deux gars avec le meilleur game plan, mais direct, je mets Ankalaev. Mais direct, ça me semble logique. Comme pour beaucoup de combattants. Hein. Deux skills pour skills. Avec les deux en fight IQ relativement correct, tu peux pas mettre Ankalaev perdant. Ankalaev, les gars gagnent. Sauf que malheureusement. Ouais. Mais pour moi, il n'aura pas le choix de faire un game plan en lutte et juste let's wrestle parce que Dana White, on le sait clairement, il le déteste, il peut pas le voir. Et il a déjà eu une chance pour le titre. Dana White, il était dégoûté à la fin du combat contre Blachowicz, il a dit que c'était n'importe quoi. Et le draw, clairement, il a dit les deux, il avait envie de les jeter au cachot. Là, il y a plusieurs fois où carrément ça a mis le 8e de la KT contre Pereira, tellement ça voulait pas de title shot pour. Il était 8e, je crois, il me semble. Pour le combat contre Pereira, il était 8e. Et clairement, ça voulait tout dire. Ça veut dire Ankalaev, en fait, toi, t'es le gars du fond de la classe qui pue et qui est pas beau. En fait, on veut pas de toi sur ça va pas Yakwinta contre Rabib, mais dans les mêmes conditions, mais bon. Et clairement, c'est clairement un mal aimé vis-à-vis de Dana White. Et du coup, pour moi, c'est sa deuxième chance pour la ceinture. Et s'il la rate, il en aura pas de troisième. Donc, il a pas intérêt, il a tout intérêt à justement lutter et mettre toutes les chances de son côté. Franchement, ce serait con s'il rate. Il veut faire le striker avec Pereira, il se fait éteindre. Il n'a pas de chance, il n'a pas une nouvelle chance pour la ceinture. Le gars, s'il veut écrire sa legacy, de toute façon, dans tous les cas, ça ne deviendra jamais un fan favorite. Donc, qu'il commence pas à faire le striker, à vouloir dire ouais, je vais éteindre Pereira, ça ne deviendra jamais un fan favorite. Qu'il fasse ses combats, qu'il prenne la ceinture et qu'il aille chercher des pay-per-view points. Mais vraiment, là, s'il ne lutte pas, non, mais le gars, c'est vraiment le. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que si Jerry avait KO Pereira, tu sais, ça aurait été le feu. Tout le monde aurait fait comme ça et tout. Mais si Ankalaev éteint Pereira, tout le monde va être déçu. Tout le monde va dire, oh non, bof. Par contre, il y a un truc, j'aimerais en parler, et ça, c'est stylistique, peut-être que Mounir pourrait nous en parler, mais Pereira, il a un truc, c'est que tout le monde, il éteint tout le monde. Bon, voilà, ça se voit, hein, tout le monde est éteint. Et pourtant, il y a des gars qui continuent à rentrer dans son jeu. Et ça, je me dis, peut-être que quand il est en face de toi, peut-être que tu ne vois pas autant le danger que... tu ne vois pas le vrai danger. Parce que tu vois il et tout. Bon, après, peut-être que c'est une question d'IQ, encore une fois. Mais pourquoi il rentre dans son jeu? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont très, très, très surpris par la vitesse du crochet, quand même. Il y en a beaucoup qui sont cons aussi à pas vouloir lutter. Hein. Franchement, quand le gars, le gars est double champion du Glory, tu peux striker sans même juste mettre des fins d'amener au sol. Juste mettre par route, Pereira, il a eu un parcours pavé d'or, Pereira, pour arriver jusqu'à la belt. Exactement. Par route. Il n'y a pas de. Ça a été. En fait, son parcours à l'UFC, il a été. On va pas dire cheaté, hein, parce qu'il les a éteints. Mais les profils qu'on lui a mis en face, c'est des profils qui lui sont fortement favorables. Là, où, face à Ankalaev, théoriquement, c'est pas censé être le cas. On est d'accord, mais les gars en face, les gars, ça reste quand même. Des combattants de MMA. C'est ça, exactement ce que je veux dire. Ça reste un combattant de kickboxing qui vient en MMA. Il a tapé la takedown defense. Mais pour moi, Jerry a quand même, normalement,
les capacités à pouvoir emmener un Pereira au sol. Rappelle-toi le premier Non. round, le premier combat, le premier round contre Jiri. Jiri prend le premier round, il me semble. Ouais. Jiri prend le premier round et le deuxième round, c'est parce que Jiri est un petit peu con sur le moment. Sur le moment. Sur le moment, oui, parce qu'à un moment donné, tu prends 1, 2, 3 coups de coude, lâche la prise. Ouais. Oui, mais après, il fait ce takedown au moment où il encaissait trop de low kick, et il s'est dit, là c'est chaud, là, il faut l'amener au sol. Et justement, je pense que Pereira lui-même l'a senti. Il s'est dit, là, il est touché, il va vouloir lutter. Et sauf que quand tu luttes, on va dire, quand tu fais du panic wrestling, c'est pas la même chose que quand vraiment tu essayes de lutter en ayant une stratégie. D'ailleurs, c'est marrant, le panic wrestling, ça va dans les deux sens. En fait, il y a beaucoup de combattants à l'UFC qui sont vachement cons, et je sais pas pourquoi ils réfléchissent comme ça. Ils arrivent à toucher en striking, et le premier réflexe qu'ils ont, ça me rend fou devant les cartes. Quand je vois ça, le gars, il le rush, il fait que le toucher. Le gars, il est contre la cage, il est en train de se protéger comme ça. Gastelum contre Adesanya. Gros takedown, je sais pas pourquoi. Gastelum contre Adesanya, il met un high kick. Adesanya est très très clairement touché. Alors qu'est-ce que fait Gastelum? Il le colle contre la cage. C'est horrible. Reyes c'était contre qui qu'il a fait ça? Contre Jiri d'ailleurs. C'est possible. Il l'a mis au sol quand même. Il le touche, Jiri commence à rebel un petit peu, il le ramène au sol. Je dis mais pourquoi tu fais ça? Ouais, mais après il l'a éteint au sol quand même. Bon, c'est juste que après Jiri s'est réveillé et puis il l'a tué. Non, c'est très bizarre comme combat. Mais bon, là on parle pas de Jiri, on pourra en parler parce que c'est un cas aussi de manque d'IQ assez drôle. Lui, c'est spectaculaire. Jérémy, tu voulais rajouter un truc peut-être? Non, je voulais juste te dire qu'effectivement, il a affronté énormément de strikers, en fait. Pereira, quand on dit oui, pourquoi les autres, ils l'amènent pas au sol, est-ce qu'ils ont peur et tout? En gros, c'est Jamal Hill en face. Enfin, déjà que jab et cross, t'as l'impression que techniquement, le mec, il galère alors que c'est censé être un striker. Alors, faire un double leg, machin, contre la cage, je sais pas quoi, passer la garde et tout, faut pas trop lui en demander. Et après, les seuls qui ont essayé de le lutter, c'est Jiri, mais bon... Jiri en lutte, ça c'était trop tard. Ça reste un striker. Il est pas mal, hein, ouais, il a de base, quoi. T'as Blachowicz. Alors, le truc qu'on peut quand même souligner, c'est que Blachowicz n'a pas réussi à soumettre Pereira et a quand même perdu le combat. Bon, c'est un combat qui est assez moyen, qui est assez disputé, mais ouais, voilà, c'est assez. Bon, ça peut aller dans les deux sens. Donc après, non. Mais Pereira prenait ses marques dans les KT. Hein. Ça se voyait qu'il était sur la retenue. Il y avait pour moi, ce combat, il se fait en 5 rounds. Il n'est pas à Utah. Blachowicz, il prend le combat. Oui, mais ouais, si Blachowicz il avait un 9 mm, moi, j'ai premier round, tu vois. Là, je suis d'accord. Mais non, mais l'autre truc aussi, c'est que défendre la lutte et défendre le grappling, c'est vachement plus simple aussi que d'en imposer, quoi. Et surtout pour un mec comme Pereira, tu sais, qui est long, donc tu peux effectivement défendre, aller essayer de passer tes mains sous les bras de l'autre, essayer de te relever, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très fort aussi, qui doit avoir une force spectaculaire, ça sort pas de nulle part. Donc tu essaies de le lutter contre la cage, tu sais, il met ses hanches de travers, tu n'arrives pas à passer, il passe ses mains sous tes bras, il te relève. Je pense que ça reste aussi relativement compliqué. Alors après, voilà, à voir ce que ça donne, parce qu'en vrai, même un Ankalaev qui met la pression contre Pereira, qui est acculé contre la cage, je me dis c'est pas forcément bon pour Ankalaev, puisqu'il peut toujours se faire contrer un crochet ou un bras arrière, et si jamais il veut aller en lutte, aller lutter Pereira contre la cage, même si tu t'appelles Ankalaev, je pense que c'est pas simple. Quand tu as un bonhomme de 100 kilos sur toi, un Brésilien de 100 kilos qui essaie de te relever, et qui défend, très lourd, ouais, tu vas te cramer, quoi. Troisième round, deuxième, troisième round, déjà la lutte d'Ankalaev. S'il n'y arrive pas et s'il commence à être fatigué, je pense que ça va être compliqué, quoi. Mais surtout, il faut le rappeler. Il faut que je le rappelle. On a dit oui, Pereira, on lui a mis que des strikers. Mais Ankalaev est un striker. Et ça continue. Ça continue exactement pareil. C'est quand même, de tous les adversaires de Pereira, c'est quand même peut-être celui qui a la meilleure lutte avec Blachowicz. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant comme combat. Et puis après, tu peux pas trop lui en vouloir non plus, ni en middleweight, ni en light heavyweight. Il n'y a pas de gros lutteurs. Donc le mec, bon, il prend aussi ce qu'on lui donne. Hein. Là, c'est pas trop sa faute. Hein. Ouais, je suis d'accord. Bon, prono final, Mounir. Ankalaev, TKO, R2. C'est sûr? Ouais. S'il gêne pas, hein. Même s'il gêne pas. Non, même s'il gêne pas. TKO, R2, Ankalaev. On arrive en fin de cycle. Ok. Jérémy? Moi, j'ai Pereira 3e. Je pense qu'Ankalaev va bien démarrer le combat, il va se fatiguer, il va se manger un bras arrière dans le menton. Redis? C'est quoi ton pronom? J'ai dit Pereira, round numéro 3. Pereira va gagner. Parce qu'Ankalaev va se fatiguer. Non, je dis qu'il va être fatigué et Ankalaev va se manger un bras arrière dans la gueule et tu vois, je vois un petit KO ou un KO 3e.
Ok. Mathéo. Ankalaev, soumission premier round. Ok. La grosse clim. Mais c'est pas impossible. Ouais. Moi, je dis Pereira par KO round 2. Voilà. Et probablement sur un truc de lutte. Il n'y a aucun de vos pronos qui me semble impossible. Donc voilà, on saura samedi. Hein. J'espère que ça sera un peu intéressant. J'espère qu'il y aura un peu de... Tout dépendra. Parce que voilà, c'est une des rares stars de l'UFC actuellement. Pereira, vraiment, il apporte un truc quoi, à la KT, mais même à l'UFC en entier. Donc j'espère que ça va continuer parce que elle sert qu'à ça, cette KT. Si je veux voir des techniciens, je vais ailleurs. Si je veux voir des bons combattants de MMA, je vais ailleurs. Pas d'accord. Tu regardes Oumar Sy pour la catégorie, je le trouve très technique. Ah ben oui. Pour moi, Oumar, il a la palette technique pour arriver minimum top 5 très très vite. Et on a eu un essai, malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est parti foutre. Almeida. Jailton Almeida, qu'est-ce qu'il est parti foutre en heavyweight? Almeida, il aurait été champion. Sans aucun Almeida, doute. il aurait été champion, mais genre facile. Même demain, je pense vraiment ce que je dis. Demain, en light heavyweight, tu mets Pereira contre Jailton Almeida, j'ai Almeida vainqueur. Ouais, tous les jours. Bien sûr. Et Jailton contre Ankalaev, j'ai Almeida, j'ai Jailton vainqueur, enfin, contre tout le monde en fait, parce que lui, il a un game plan, personne le fait et personne ne sait le défendre. Donc voilà, je vois pas comment ça pourrait être autrement. En plus, il a montré qu'il peut faire ça aussi avec des lourds, bon, jusqu'à un certain point, parce que Blade, c'était un peu compliqué. Donc, voilà. Non, Blade, il a été con comme Jiri a été con avec Pereira. C'est les mêmes cas de figure. Il a insisté sur une phase. Ouais, Jailton, ouais. Jailton, il a insisté sur une phase au sol où Blade, il est en train de lui mettre des coups, mais à un moment donné, lâche. Ouais. Tu vois que tu es en train de les prendre des coups qui commencent à t'affecter, lâche, sors, fais autre chose. Ouais, mais je vais forcer, je vais rester. Après, je pense que quand tu es dans le feu de l'action, voilà, c'est pas. Ouais, et puis une fois que tu arrives à avoir le body lock, ben forcément, tu n'as pas envie de le lâcher, tu vois. Ou quand tu as une bonne position, tu te dis il faut encore quelques secondes pour que j'arrive à faire quelque chose. Et puis voilà. Avant, tôt ou tard, il va lâcher et je vais aller au bout de ce que je veux. Ben non, c'est ça. C'est ta tête qui lâche d'abord. Bon, voilà, c'était l'UFC 313 avec une carte. Ouais, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, mais on sera là quand même. On va voir ça en temps réel. On va pas dormir, on va flinguer notre sommeil parce qu'on n'a aucune conscience de notre propre santé. Mounir. Je veux juste connaître vos pronos, s'il vous plaît. Bahamondes contre Jalin Turner. Ah, ça va être un banger. Moi, je vois Bahamondes. C'est un TKO au troisième round. J'ai exactement le même prono. J'ai exactement le même. Bahamondes, spinning wheel kick au troisième round. Ça serait stylé. Ça va être intéressant aussi parce que les gars, ils ont des profils atypiques pour la KT. Tout ça va être cool. Voilà. Allez. Moi ? Ouais. Ouais, j'en sais rien. Mais ouais, un KO dans les peut-être round 2 peut-être pour Bahamondes. Jérémy ? Peut-être. Ouais, je sais pas. Aucune idée. Je sais pas, je vais dire comme. Je sais pas. Je dis comme vous. Le gars qui ne veut pas se mouiller. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long. On est un petit peu long des fois. J'espère que c'était intéressant. Merci à tous d'être venus. Ça faisait longtemps. Merci Mounir, merci Jérémy, merci Mathéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like parce que c'est cool et de vous abonner pour nous revoir et de laisser des commentaires. Dites-nous ce qu'on en pense. N'hésitez pas à nous insulter parce qu'on n'a pas respecté votre combattant préféré. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.